Gouvernance, la publication des rapports des corps de contrôle, l'audit des passations au niveau des ministères, l'Assemblée nationale, la déclaration de politique générale, les urgences sociales, la jeunesse, la diplomatie sénégalaise sous le régime du président Diomaye Faye. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Moustapha Sarré face à Babacar Fall, le Grand Jury dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Le nouveau pouvoir fait feu de tout bois pour vérifier les comptes publics du pays, des audits à venir, les organes de contrôle priés de publier les rapports des enquêtes qu'ils ont déjà menées, et les urgences sociales maintenant, le coût de la vie, le chômage. Qu'est-ce que le tandem Diomaye-Sonko va faire de ces dossiers brûlants? Bonjour Moustapha Sarré. Bonjour Babacar. Votre nom officiel, Amadou Moustapha Ndiek Sarré, ministre de la formation professionnelle et porte-parole du gouvernement. Une lourde tâche? Absolument. Tâche particulièrement ardue parce que déjà le portefeuille des ministres de la formation est un portefeuille particulièrement important dans la vie du pays, et on y a ajouté porte-parole du gouvernement, une autre mission qui n'est pas des plus faciles. Qu'est-ce qui a prévalu au choix porté sur vous pour occuper ces fonctions de porte-parole du gouvernement? Étiez-vous le plan A pour le poste? Je ne saurais répondre à une telle question. Je crois que c'est une prérogative qui relève du Premier ministre et du Président de la République, qui m'ont choisi, qui m'ont fait confiance, et je considère que ils l'ont mûrement réfléchi, et je souhaite simplement ne pas décevoir. Et comment Pastef vit-il ces premiers jours de pouvoir? Les choses sont allées très vite, entre l'invalidation de la candidature d'Ousmane Sonko à la présidentielle, la validation du dossier de Bassirou Diomaye Faye, les deux qui sortent de prison pour enchaîner avec une campagne électorale express, et puis le 24 mars, Diomaye Faye gagne l'élection présidentielle au premier tour. Pensiez-vous que les choses allaient rapidement se passer comme ça? Contrairement à ce que vous pensez, nous y sommes préparés depuis 2019. Moi, je me souviens bien, juste après l'élection de 2019, le président Ousmane Sonko nous avait convoqués à une réunion relativement restreinte, et il nous avait préparé à une élection qu'on devait gagner en 2024 dès le premier tour. En ce moment-là, c'est vrai que c'était lui le candidat de notre parti, mais puisque nous avions mis en avant le projet et pas la personne, eh bien, ça n'a pas posé énormément de problèmes. Quand il y a eu ces difficultés liées à la candidature de Ousmane Sonko, rapidement, on a pu trouver une solution de rechange qui est Bassirou Diomaye Faye, et je crois bien qu'aujourd'hui, les Sénégalais commencent à comprendre pourquoi le président Ousmane Sonko a dévolu son choix sur Bassirou Diomaye Faye. On se demande si vraiment vous étiez prêt. La question peut être légitime. Depuis votre victoire, vous avez fait beaucoup de déclarations autour de ce que vous appelez le projet, votre projet pour le Sénégal. Mais où est-il? Où est le document cadre qui le matérialise? Écoutez, le projet en question, c'est déjà le programme que nous avons proposé aux Sénégalais, et il a été mûrement réfléchi depuis 2014. Maintenant, il reste à le peaufiner dans un plan stratégique, dans un plan. On nous a, nous du gouvernement, demandé de présenter avant la fin du mois des plans sectoriels qui constitueront, ces différents plans sectoriels constitueront une sorte de plan général dans lequel nous allons nous référer, à partir duquel nous allons nous référer pour mener notre politique liée à ce projet-là. Le plan sera peaufiné, Inch'Allah, et vous l'aurez très bientôt. Il aurait dû être prêt depuis très longtemps, non? Le projet est prêt. Puisque vous étiez sûr de votre victoire. Il est bien prêt. Je vous ai dit que c'est un document qui avait été conçu depuis 2014, qui certainement a été réajusté au fil du temps parce que
vous comprenez mieux que moi qu'un programme se réajuste au fil du temps compte tenu des contextes qui changent. Et vous aurez le document phare de ce projet-là d'ici peu. Alors, avant d'aborder la question des projections économiques, d'abord, la situation dans laquelle vous avez trouvé le pays, les finances. Vous savez, il suffit simplement de faire le bilan de ce que le pouvoir sortant a présenté pour savoir que la situation est particulièrement préoccupante. En 2012, par exemple, le Sénégal avait un niveau de dette, un niveau d'endettement qui ne dépassait guère 3076 milliards. En 2023, figurez-vous que cette dette-là a atteint 15 000 milliards 184. 15 184 milliards, ce qui constitue 80% de notre PIB. Et ça a crevé le plafond, n'est-ce pas, de l'UEMOA, qui se trouve être, en tout cas, qui est autour de 70%. Du PIB. Et du PIB, absolument. Et une grosse partie de cette dette est libellée en devises. Vous comprenez très bien les difficultés auxquelles notre pays est confronté pour faire face à ce niveau d'endettement-là. Il ne faut pas oublier que 5 eurobonds ont été levés pour financer des projets qui ne génèrent pas d'argent pour leur remboursement. Ce qu'il faut également retenir, c'est que la moitié des recettes fiscales la moitié est réservée exclusivement au paiement de cette dette. 35% de ces recettes fiscales également pour payer les salaires. La dette publique, la dette intérieure. La dette publique et la dette intérieure. Ce qui fait, en gros, 85% des recettes fiscales réservées tout simplement à la dette et au paiement des salaires de l'administration. Il ne reste finalement que 15% pour les autres investissements. Cela explique largement pourquoi on n'a pas atteint les objectifs du PSE. Avec 15% des recettes fiscales, forcément, on ne peut pas financer un plan aussi ambitieux, qui avait été très ambitieux, du PSE. Et voilà pourquoi on n'a pas pu avoir une transformation structurelle de l'économie. Voilà pourquoi également la situation sociale du pays s'est considérablement détériorée. Alors, une situation alarmante que vous décrivez, oui. Quelles sont les conséquences justement pour votre projet? Oui, le projet, il est toujours là et il sera bien sûr là et nous pensons réellement que nous allons pouvoir réorienter la situation du pays afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Il est déjà dit lors de la première réunion du Conseil des ministres que le référentiel économique change, absolument. Absolument, le référentiel change parce que nous allons migrer du PSE au projet que nous avons proposé aux Sénégalais. Et ce projet, son principal objectif, c'est d'endogénéiser notre économie, c'est de, disons, rendre sa souveraineté à notre pays sur le plan économique, sur le plan politique. Et c'est l'ambition que nous avons pour les 5 prochaines années. On a appris lors des dernières réunions de printemps du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international que le Sénégal doit revoir aussi à la baisse ses prévisions de recettes sur l'exploitation de son gaz et de son pétrole. Est-ce que ça fausse vos calculs, ça aussi? Je crois qu'il faut relativiser, puisque dans le document pluriannuel de programmation budgétaire 2023-2025, il est prévu 570 milliards de recettes concernant le gaz et le pétrole. À côté, nous avons 1400 milliards qui nous viennent de la diaspora par les transferts. Et ceci seulement dans le circuit officiel. Le même montant serait certes même plus que ces 1400 milliards dans le circuit officiel. Pour vous dire qu'il faut relativiser ces recettes venant du pétrole et du gaz. Nous, notre objectif, c'est d'appréhender davantage ces recettes par rapport à leur participation à la transformation de notre économie qu'aux recettes que cela va nous générer dans les prochaines années. Nous pensons notamment faire intervenir ces ressources-là dans le but de réduire les coûts de production de nos entreprises qui sont fortement
disons, nos entreprises qui sont fortement, disons, grevées par le coût de l'énergie. Et voilà pourquoi une réorientation de cette production gazière et pétrolière est devenue nécessaire. Justement, le coût de l'énergie pour les ménages et pour les entreprises, notamment les industries, est-ce que une baisse peut être envisagée rapidement? Rapidement, je ne saurais le dire. Mais en tout cas, quand on aura fini de faire l'état des lieux et de réorienter, comme je l'ai dit tantôt, l'utilisation de ces ressources naturelles-là, certainement, nous allons inévitablement vers la baisse de ces coûts de l'énergie pour les ménages et pour les entreprises. Parmi les priorités du nouveau régime, il y a aussi la reddition des comptes publics, la gestion de Macky Sall et de ses collaborateurs qui va être fouillée. La traque des biens supposés mal acquis version Diomaye Sonko, pour ainsi dire. Il y a des rapports qui sont déjà disponibles. Votre régime dit qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières, vraiment? Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Nous avons d'autres priorités que de chasser des sorcières. Par contre, la reddition des comptes est un acte majeur dans une gouvernance qui se respecte. N'est-ce pas? Quand on prend en possession les rênes d'un pays, la première chose à faire, c'est d'appliquer une politique de reddition des comptes. Et ceci est disons, c'est la porte également ouverte à l'institution d'une politique de transparence et justement d'efficience pour la gestion de nos ressources naturelles, de nos ressources d'une façon générale. Visez-vous aussi particulièrement l'ancien président Macky Sall, sa famille, sa belle famille? Pourquoi le ferait-on? C'est une politique de reddition des comptes. Tous ceux qui ont bien géré n'auront absolument rien à voir avec la justice. Mais tous ceux qui auront quelque chose à se reprocher, forcément, feront face à cette justice-là, qui sera indépendante, parce que nous, notre credo, c'est de faire en sorte que notre justice soit indépendante vis-à-vis de l'exécutif. L'exécutif que nous représentons ne pourra absolument pas influencer sur, justement, sa marche. Et tous ceux qui n'ont rien à se reprocher auront leur liberté totale. Quand vous étiez dans l'opposition, votre leader Ousmane Sonko citait nommément des membres de la famille ou de la belle famille du président Macky Sall, son frère cadet Aliou Sall dans la présumée affaire Petro-Tim, ou encore son beau-frère Mansour Faye. Mais tout à fait normal. Il est tout à fait normal que quand des soupçons pèsent sur des personnes, qu'on les cite. Nous sommes en démocratie. Maintenant, reste à voir si les corps de contrôle aboutiront à justement l'accusation et à la mise de ces personnes-là devant la justice. Je crois que cela est du ressort des corps de contrôle et de la justice de notre pays. On va rester avec l'ancien président Macky Sall, ses relations avec Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye, les relations entre les trois, et ces accusations qu'on a entendues de la bouche de membres de l'ancien régime. Ils affirment que Macky Sall aurait remis de grosses sommes d'argent à Sonko et Diomaye à leur sortie de prison. On n'a jamais entendu un démenti officiel. Et croyez-vous que c'est sérieux de démentir ce genre de rumeurs-là? Je ne le crois pas. Je crois que sur la base de rumeurs, le gouvernement n'a pas à démentir quoi que ce soit. Maintenant, c'est à ces gens-là d'apporter leurs preuves et ils ne pourront pas en produire. Je suis persuadé qu'il n'a jamais existé de deal entre le président Macky Sall et les deux leaders dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que les suites judiciaires seront réservées à ces déclarations ou pas? De toutes les façons, tous ceux qui auront à aller en marge de la justice feront face à celle-ci. Nous n'avons pas à interférer, donc je l'ai dit tantôt, dans les affaires de la justice, parce que la justice quand même est un pouvoir qui doit être indépendant et nous comptons faire en sorte que ce pouvoir-là soit totalement indépendant dans notre pays.
votre gouvernement, j'en arrive, qui veut instaurer des lois pour protéger les lanceurs d'alerte, la crainte de certains que cela n'aboutisse à des abus, des dérives. Mais ceux qui n'ont absolument rien à se reprocher n'ont pas à avoir peur. Écoutez, moi je crois que un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui joue le rôle de vigie dans un pays. Et ça existe partout dans les démocraties qui se respectent. Les lanceurs d'alerte sont protégés. Il n'y a pas de raison que des gens à qui on a confié la gestion de nos ressources se comportent comme ils veulent, sans être, sans que les gens n'en parlent. Et je crois que les lanceurs d'alerte, leur rôle, c'est de faire en sorte que ceux à qui on a confié nos ressources les gèrent comme ils devraient le faire. Vous avez envisagé de légiférer. Il va falloir délimiter des frontières, non? Absolument. Parce que le président de la République a demandé au garde des Sceaux, le ministre de la Justice, de préparer un projet de loi. Et forcément, il y aura en tout cas des normes par rapport à cette protection. Il faudra expliquer à l'opinion peut-être le concept vraiment, parce que il risque d'avoir une grosse confusion, lanceurs d'alerte, influenceurs et même citoyens lambda. On a déjà vu des Sénégalais se pointer devant des immeubles avec leur téléphone portable, filmer et citer des personnes, des membres de l'ancien régime comme propriétaires de ces biens-là. Si c'est cette façon de faire, bonjour les problèmes. Hein. Ah non, il y aura forcément des garde-fous qui seront pris, absolument. Mais ensuite, nous allons vers une justice qui fonctionnera normalement. Et tous ceux qui se sentiront diffamés par ce genre d'acte-là pourront s'adresser à la justice, et je crois que cela régulera justement le rôle des lanceurs d'alerte. Et il vous reste d'autres chantiers beaucoup plus larges, certainement. Hein. Les impératifs sur le plan social. Par où allez-vous commencer pour soulager la population extrêmement éprouvée par le coût de la vie? Vous savez, je crois que tout est urgent dans ce pays-là. Nous avons trouvé une situation, j'allais dire, alarmante, assez préoccupante, et nous considérons que tout est urgent dans ce pays-là. Il y a peut-être à citer certains secteurs de notre vie nationale, notamment l'accès à l'eau potable des populations, ensuite le coût, la réduction du coût de la vie. Il y a aussi l'éducation nationale, la formation professionnelle. Tout est urgent dans ce pays-là. Nous allons faire face à tous ces problèmes-là, et c'est ce pourquoi nous avons été portés aux affaires. Et je crois que le président de la République est le premier à être conscient de cela, et il s'attelle aujourd'hui à apporter des solutions à tous ces problèmes. L'emploi des jeunes maintenant? Oui, tout est lié aussi. Tout est lié. L'emploi des jeunes passe nécessairement par la transformation structurelle de notre économie. Nous avons comme objectif de booster le secteur primaire, et dans ce secteur primaire-là, il y a un sous-secteur particulièrement important qui est l'agriculture. Nous tous, nous savons que nos paysans, les paysans sénégalais, qui constituent plus de la moitié de la population, ne travaillent pas suffisamment. On ne les a pas mis dans des conditions nécessaires pour travailler suffisamment. Quand on se rend compte que le paysan sénégalais ne travaille que 3 mois, même 17 jours par année, cela veut dire qu'il ne travaille pas suffisamment. Il ne produit pas ce qu'il devait produire. La production est en fonction croissante du travail et du capital. Si on ne travaille que 17 jours, forcément, il n'y a pas suffisamment de production. Qu'est-ce que le projet prévoit pour l'agriculture sénégalaise? Une transformation radicale de l'agriculture. Faire en sorte que le paysan sénégalais travaille 12 mois sur 12, parce que nous en avons les possibilités. Il y a 4 facteurs exogènes qui, s'ils sont réunis dans un pays, on peut avoir une agriculture. C'est l'eau, c'est la terre, c'est le vent et c'est le soleil. Nous en avons à foison ici au Sénégal. Et nous savons, nous tous, que le plus grand chantier aujourd'hui, c'est d'apporter l'eau chez au niveau du champ du paysan, également l'aider à avoir de bonnes semences et une bonne machinisation. Et cela nous permettra
pouvoir booster notre production agricole. Et ceci est lié également à à la transformation de la production. Cela nous permettra effectivement d'avoir un tissu industriel qui est quasi inexistant aujourd'hui. Et tout cela donc fera en sorte que nous pourrons faire face à ce problème de l'emploi dont vous parlez tout à l'heure. Et c'est en ce moment-là que la formation professionnelle et technique doit entrer également en jeu, parce que il ne sert à rien de vouloir avoir un tissu industriel si on n'a pas justement une jeunesse bien formée, bien préparée pour produire. Oui, c'est votre ministère qui s'en occupe. Vous parlez depuis votre arrivée au pouvoir de rupture, justement, au ministère de la formation professionnelle qui existait déjà. Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, surtout, c'est, disons, la déconcentration. Nous avons vu que plus de 72% des centres de formation se trouvent dans la région de Dakar. Ça s'explique par le fait que Dakar contient pour l'essentiel les activités économiques du pays. Puisque je disais tantôt que tout était lié, au fur et à mesure que nous irons vers justement cette transformation de notre économie, il y aura forcément une transformation de la formation avec le maillage du territoire national. Il existe déjà des ISEP dans notre région. Il faut les renforcer, il faut les faire fonctionner également. Beaucoup d'entre eux ne fonctionnent pas normalement. Beaucoup de projets sont en cours d'exécution depuis très longtemps. Vous êtes au courant de ce qui se passe à Sandiara avec un lycée qui devait être construit en moins d'un an et qui dure depuis 10 ans. C'est un sacré problème. Donc c'est autant de problèmes qu'il faudra régler, auxquels il faudra trouver des solutions. Notre invité ce dimanche dans le grand jury des RFM, Moustapha Sarré, le porte-parole du gouvernement. Y a-t-il un projet de renforcement des prérogatives du Premier ministre? Il y a surtout un projet de réduction des pouvoirs du président de la République, de l'exécutif d'une façon générale. Il y a également un projet de renforcement des pouvoirs des autres pouvoirs, excusez de la répétition, parce que l'objectif c'est de faire en sorte que les pouvoirs non seulement se nivellent, mais également soient indépendants les uns après les autres. L'exécutif étant représenté par le président de la République et le gouvernement, on va surtout vers la réduction des pouvoirs de cet exécutif-là. Je pose la question sur le Premier ministre, parce que déjà, on a vu des décrets tomber et qui placent certains ministres sous l'autorité du Premier ministre. Ça ressemble fort justement à un renforcement des prérogatives du chef de gouvernement. Tous les ministres sont sous l'autorité du Premier ministre. C'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, n'est-ce pas? Donc tous nous sommes sous l'autorité du Premier ministre. Je ne vois pas pourquoi vous citez certains décrets. Tous les décrets mettent tous les ministres sous l'autorité du Premier ministre. Donc ce sont des pouvoirs assez importants du Premier ministre. Il coordonne l'action du gouvernement et il travaille en étroite collaboration avec les ministres et rend compte au président de la République. C'est ça le rôle du Premier ministre. Vous avez déjà tenu 2 réunions du Conseil des ministres depuis l'investiture du président Diomaye Faye et la nomination d'un Premier ministre et d'un gouvernement. Une remarque, pas de nomination à la tête de direction générale et autres structures publiques lors de ces 2 premières réunions du Conseil des ministres du nouveau gouvernement. Pourquoi? Mais pourquoi cet empressement? Vous savez, ça fait juste 2 semaines que le président de la République a été installé. Il a été installé il y a juste 2 semaines. Nous autres ministres, nous avons pris possession de nos ministères il y a juste une dizaine de jours, 9 à 10 jours. Je ne vois pas pourquoi les gens s'empressent-ils afin d'attendre des nominations. Il nous faut prendre nos marques déjà et ensuite permettre au président de la République de réorganiser, n'est-ce pas, la marche des ministères et ensuite voir comment faire pour, en tout cas, faire de nouvelles nominations.
Est-ce que toutes les directions générales de société nationale connaîtront un changement à leur tête? Je ne saurais le dire. Ce que je peux aujourd'hui affirmer, c'est qu'il y a un projet de loi qui se prépare pour légiférer sur les appels à candidature. Et si les directeurs sortants, sont éligibles pour des postes, pour des fonctions qui sont prévues par les appels à candidature, ils seront certainement maintenus. Vous l'avez déjà dit, mais en précisant qu'il ne s'agira pas de tous les postes. Oui. Cet appel à candidature ne va pas concerner tous les postes. Oui, absolument. Et pourquoi? Non, parce que on ne peut pas. Il y a combien de postes de directeurs déjà dans l'administration? Il y en a des centaines, voire il y en a beaucoup. On ne peut pas faire des appels à candidature, mais en tout cas aux plus hautes fonctions. C'est ça le problème. Pourquoi pour certains et pas pour d'autres? Pour les plus hautes fonctions de l'administration, je dis bien, il y aura des appels à candidature. Je ne suis pas aujourd'hui en mesure de dire pour quel poste de directeur ou tel autre poste de directeur. Pour les plus hautes fonctions de l'administration. Il y a un caractère discriminatoire dans la démarche. Moi, je crois bien qu'il y a des postes de direction pour lesquels il n'est peut-être pas nécessaire de faire un appel à candidature. Je le crois sincèrement. Et de toute façon, la loi ne tardera pas de tomber et nous saurons quels seront les postes de direction qui feront l'objet d'appels à candidature. Vous précisez que vous êtes installé il n'y a pas longtemps, c'est vrai. Mais cette comparaison, qu'est-ce que vous en pensez? Comparaison faite avec l'arrivée de Macky Sall pour la première fois à la présidence de la République en 2012. Quelques jours après son investiture, il a décidé de la baisse des prix de denrées de première nécessité. Vous n'avez pas encore posé des actes de cette nature, vous, Pastef et vos alliés. Mais ça n'a pas servi à grand chose. Vous savez très bien que ces décisions n'ont pas servi à quelque chose. Il ne sert à rien de se précipiter. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont, bien les réfléchir avant de prendre ces décisions-là. Et c'est ça notre méthode. Notre méthode, c'est de ne pas faire des effets d'annonce comme ça. Nous allons réfléchir et prendre les mesures adéquates qui seront forcément les mesures les plus sûres. Ouais. Quand est-ce que le Premier ministre Ousmane Sonko il va faire sa déclaration de politique générale? Il le fera dans les délais. La Constitution prévoit la déclaration de politique générale 3 mois au plus tard après sa nomination. Plus qu'une tradition républicaine, il s'agit d'un acte constitutionnel. Le Premier ministre Ousmane Sonko est tenu de faire cette déclaration de politique générale et il est en train de bien la préparer. Et depuis le début, depuis sa nomination, il a commencé à préparer ses dossiers et sans tarder, il le fera devant l'Assemblée nationale. Oui, justement, craignez-vous une motion de censure par la majorité parlementaire, le groupe Benno et ses alliés? Pas du tout, parce que une telle motion de censure serait ramée à contre-courant de la vision de la majorité du peuple sénégalais. Si jamais il arrivait que des personnes chercheraient à faire tomber le gouvernement, mais ils auront en face d'eux certainement toute l'opinion publique du Sénégal, en tout cas la plus grande partie de l'opinion publique du Sénégal. Parce que jamais dans l'histoire de notre continent, un projet n'a été aussi plébiscité dès le premier tour, venant surtout de l'opposition. Donc je crois que nos amis de l'opposition actuelle, et qui sont majoritaires à l'Assemblée nationale, ne commettraient pas l'erreur de déposer une motion de censure. Le président Bassirou Diomaye Faye va-t-il dissoudre l'Assemblée nationale au mois de septembre? On sera 2 ans après l'installation de l'actuelle législature et c'est le délai minimal fixé par la loi avant toute éventuelle dissolution du Parlement. Cela relève des prérogatives de son Excellence, Monsieur le Président de la République. L'Assemblée est une institution qui fonctionne jusque-là normalement. S'il n'y a pas de blocage fondamentalement de la République, je ne sais pas s'il le fera ou non, mais je pense que s'il n'y a pas de blocage,
certainement, il ne le ferait pas. Mais si jamais il y a blocage du fonctionnement de nos institutions, le président de la République prendra ses responsabilités parce que son rôle premier, c'est de faire en sorte que nos institutions fonctionnent normalement. Et la place de Karim Wade dans la nouvelle coalition présidentielle qu'il a soutenue, PDS, le parti de Karim Wade a soutenu la coalition Diomaye Faye pendant la campagne électorale. Est-ce que vous en discuter entre vous, avec lui aussi Monsieur Karim Wade et son parti ne font pas partie de notre coalition. Ils nous ont soutenus. À ce que je sache, ils n'ont pas encore adhéré à cette coalition-là, jusqu'au moment où je vous parle en tout cas. Et ils nous ont soutenus et ils ont bien participé à cette campagne électorale-là. Donc, il n'y a pas lieu aujourd'hui de penser outre mesure de la place qu'ils occupent dans notre coalition, puisqu'ils ne font même pas partie de cette coalition-là. Donc le sujet sur un retour de Karim Wade au Sénégal, il n'est alors pas évoqué dans les coulisses du nouveau pouvoir. Ah non, tout dépend de M. Karim Wade. La décision lui revient parce que déjà on l'a jugé, on l'avait condamné, on l'avait élargi. Aujourd'hui, je crois qu'il a déjà purgé enfin, on l'a élargi d'ailleurs, c'est ça. Par grâce présidentielle. Son retour ne dépend que de lui, mais pas du pouvoir aujourd'hui. La déclaration polémique de votre collègue Birame Souleye Diop, ministre de l'énergie, du pétrole et des mines, il affirme que vous, nouveau dirigeant du Sénégal, n'allez pas accepter de parrainer des combats de lutte traditionnels et autres activités semblables. S'en est suivi un gros débat dans le pays. Moi je ne vois pas pourquoi ça a suscité autant de polémiques. Parce que là, M. Birame Souleye Diop a donné un avis que partagent beaucoup de Sénégalais. Je crois vous partagez aussi, vous absolument, moi je le partage. Je partage ce que M. Birame Souleye Diop a dit. Moi je considère que c'est dans la plus grande sobriété qu'il faut changer les choses au Sénégal. Nous ne pouvons pas continuer à faire comme on faisait auparavant, avec, n'est-ce pas, des comportements, j'allais dire, tout à fait inefficients, pardon. Donc, je crois que les sponsors et autres, ça doit relever exclusivement de gens qui veulent, n'est-ce pas, montrer leur image. Ce sont les entreprises, ce sont les organismes d'une façon générale. Mais faire parrainer des manifestations à des hommes politiques, je considère que c'est des choses qui doivent être révolues aujourd'hui. Quelle sera la politique sportive du président Bassirou Diomaye Faye? Prenons l'exemple du football. Est-ce que l'État va continuer de soutenir la fédération de foot en payant les voyages des équipes nationales ou encore en prenant en charge les salaires des sélectionneurs? Dans la mesure du possible, oui, parce que l'État ne peut pas aujourd'hui laisser les fédérations dans des situations difficiles. Si les fédérations étaient en mesure de prendre en charge tous ces frais-là, bien sûr que l'État ne le ferait pas. C'est parce que les fédérations ne sont pas suffisamment puissantes que l'État est obligé de les aider, et surtout des disciplines comme le football, le basket, des disciplines qui nous ont valu beaucoup de satisfaction. Je crois que l'État continuera à les aider dans leur charge. La diplomatie maintenant, Moustapha Sarré, le président de la République était hier à Banjul, la Gambie, le deuxième pays visité par le nouveau chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, après la Mauritanie, du classique avec les voisins, même si avec la Mauritanie, particularité économique, le gaz exploité entre les deux pays. Le Sénégal va-t-il rester dans la CEDEAO et si l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso appelait le président Diomaye Faye à faire adhérer le Sénégal à cette organisation, le ferait-il? Vous savez, le Sénégal a toujours été une puissance diplomatique en Afrique. Nous avons toujours connu, n'est-ce pas, des moments très forts dans ce domaine-là. Et ceci, c'est à l'honneur de tous
tous ces hommes politiques qui se sont succédés à la tête de notre pays, en commençant par le président Senghor jusqu'au président Macky Sall, en passant par le président Abdou Diouf et le président Abdoulaye Wade, nous avons toujours été considérés comme une puissance diplomatique en Afrique et dans le monde. C'est un petit pays de par sa surface, de par sa superficie donc, et de par sa population, mais c'est un pays qui compte diplomatiquement. Et nous allons continuer dans ce sillage-là. C'est la raison pour laquelle nous continuerons, bien évidemment, à suivre cette politique diplomatique-là, en y apportant quand même, disons, une rupture de taille. Parce que nous croyons ferme que l'intégration africaine doit être notre principal objectif. Voilà pourquoi la dénomination même de ce ministère-là commence par intégration africaine, avant d'être ministre des Affaires étrangères. Et voilà pourquoi également le président Bassirou Diomaye Faye a décidé, dès sa première sortie, d'aller voir, n'est-ce pas, le voisinage immédiat, en commençant par la Mauritanie et la Gambie, et il projette également de continuer ses visites avec le voisinage. Et donc, au plan communautaire, pas de rupture? Toujours CEDEAO? Nous restons à la CEDEAO. Il n'y a pas de raison de quitter la CEDEAO. Peut-être la seule chose qui va peut-être changer, c'est notre volonté d'avoir une souveraineté monétaire. La souveraineté monétaire dans le cadre de la CEDEAO. Vous n'adhérez pas à la dynamique de changer le franc CFA à l'éco, ça c'est clair. Nous, ce que nous cherchons à avoir, c'est une souveraineté monétaire ouest-africaine. Donc, faire en sorte que le CFA soit remplacé. L'éco, c'est un peu cela, non? Mais absolument, c'est ça l'éco, c'est ça le projet. Le projet monétaire ouest-africaine, c'est de créer une monnaie qui s'appellerait ECO et qui remplacerait le franc CFA pour les membres de l'UEMOA. C'est ça notre objectif. Un voyage de Diomaye Faye à Bamako est-il dans l'agenda du président sénégalais? Ah bien sûr. Le Mali est un de nos voisins les plus importants. Il y a le Mali, il y a la Guinée, il y a la Guinée-Bissau, il y a les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Le président Bassirou Diomaye Faye ira visiter tous ces pays-là. Même si le Mali, la particularité, on peut en citer d'autres, la particularité, c'est un régime militaire sur place qui avait promis d'organiser les élections démocratiques en mars dernier. C'était la fin, a priori, du règne des putschistes au pouvoir. Malgré tout cela, Diomaye Faye pourrait... Les liens entre le Mali et le Sénégal sont des liens extrêmement importants. Vous n'appelez pas le régime malien à organiser des élections? Ça, c'est une cuisine interne au Mali. Nous laisserons aux Maliens de décider de ce qu'ils feront de leur transition. Nous n'avons pas à nous interférer donc dans ces politiques intérieures de ce pays-là. Ce qui est sûr et certain, c'est que le peuple malien est un peuple frère. Nous le soutenons jusqu'au bout et nous pensons réellement le peuple trouvera, n'est-ce pas, une solution à tous ces problèmes politiques et économiques. Dans l'agenda diplomatique toujours de Bassirou Diomaye Faye, Moscou est-il en ligne de mire aussi? En ligne de mire, je ne saurais le dire. Ce qui est sûr et certain, c'est que la Russie est un partenaire important du Sénégal. De même que les autres pays. Voyez-vous, nous, ce que nous cherchons à faire, c'est d'avoir des partenaires dans le monde entier et faire en sorte que les relations entre le Sénégal et l'extérieur soient des relations gagnant-gagnant et non des relations, disons, déséquilibrées, comme on l'a connu aussi un peu dans le passé. Est-ce qu'un voyage, ça aussi c'est du classique pour la diplomatie sénégalaise, un voyage du chef de l'État sénégalais à Paris en France? Au même titre que les autres pays, forcément, le président Bassirou Diomaye Faye envisage aussi d'aller en France, comme il envisage d'aller dans les autres pays qui sont nos partenaires. La France va-t-elle garder son statut de premier partenaire du Sénégal? Si le partenariat, justement, s'équilibre davantage. Oui, nous avons besoin de la France en tant que partenaire, mais partenaire dans des relations équilibrées et donc dans des relations égalitaires. Ce qui ne saurait
être acceptable, c'est d'avoir des relations, disons, déséquilibrées, dans lesquelles un seul pays y trouverait ses comptes. Et là, nous, ce que nous voulons, c'est d'avoir des relations, disons, équilibrées entre le Sénégal et les autres pays du monde. Le nouveau régime sénégalais va-t-il remettre en cause les accords militaires entre la France et le Sénégal? Les bases militaires françaises au Sénégal vont-elles être maintenues? Nous ne serions pas cohérents si aujourd'hui nous ne revisiterons pas ces accords militaires. Parce que nous avons toujours prôné la souveraineté de notre pays. Et cette souveraineté passe nécessairement par, j'allais dire, par renégociation, mais en tout cas, on va voir dans quelle mesure cette souveraineté-là serait totale, et ça passe nécessairement par, justement, la restitution de notre souveraineté militaire. Moustapha Sarré, on aborde quand même la Casamance. Que fera Bassirou Diomaye Faye sur la crise casamançaise? Le pays est à la recherche d'une paix définitive dans cette partie du Sénégal depuis 40 ans. C'est une question qui tient vraiment à cœur au président de la République. Il est regrettable de voir une partie de notre pays se trouver dans une telle situation. Depuis plus de 40 ans, une partie de nos frères vivent dans des conditions extrêmement difficiles à cause, disons, de malentendus. C'est un malentendu entre des frères qui réclament l'indépendance et l'État central. Moi, je crois que le président Bassirou Diomaye Faye fera tout pour qu'enfin cette paix définitive règne dans notre pays. Il y a eu des améliorations, surtout sous le régime du président Macky Sall, il faut le reconnaître, mais la paix n'est pas totalement revenue en Casamance. Il nous faudra bien travailler, bien réfléchir avec les fils de cette région du Sénégal pour trouver enfin la solution définitive. Le Sénégal en a besoin. Il n'y a aucune différence entre un habitant de la Casamance et un habitant de Saint-Louis. Nous avons tous la même culture, nous avons tous, n'est-ce pas, la même fibre nationale. Et donc, je ne vois pas pourquoi on ne trouverait pas cette solution-là. Et le président Bassirou Diomaye Faye va s'y atteler. Il a déjà commencé à le faire. Et je crois bien que nous allons vers une solution définitive à cette crise-là. Est-ce que dans cette recherche de paix, Ousmane Sonko est un atout, lui originaire de Ziguinchor, d'ailleurs maire de la commune de Ziguinchor? Est-ce que le poids Ousmane Sonko peut être déterminant dans le processus de paix dans le sud du pays? Je le crois sincèrement. Je le crois sincèrement parce que le président Ousmane Sonko, le Premier ministre, monsieur le Premier ministre, a son rôle à jouer également en tant que leader de la première formation politique du Sénégal et en tant que fils de la Casamance. Je crois que il sera un grand atout pour en tout cas peser lourdement sur la balance pour que nos frères de la Casamance, ceux qui en tout cas réclament l'indépendance, reviennent à la raison. Et on va aborder justement le statut d'Ousmane Sonko à Ziguinchor, dont il est le maire, poste qu'il va quitter parce que lui-même et le président Diomaye Faye disent que tous les membres du gouvernement qui occupent des postes de maire vont obligés de démissionner. Sans une loi qui le dit clairement, beaucoup estiment que c'est sans aucune base légale. Ben oui, ce n'est pas, en tout cas, ce n'est sans aucune base légale, c'est vrai, mais c'est une promesse de campagne, un engagement pris par notre parti pour prohiber le cumul des mandats. Vous savez, c'est depuis 2019 que le président Ousmane Sonko avait appelé à la cessation du cumul des mandats, et nous allons vers la légifération d'ailleurs, pour éviter que les gens occupent plusieurs postes à la fois. Et c'est un acte de gouvernance, à mon avis, et c'est l'un des actes les plus symboliques que le président Bassirou Diomaye Faye a pris en démissionnant de son poste de secrétaire général du parti déjà.
on n'a pas légiféré. Dans aucune loi de notre pays, il n'est mentionné que le président de la République ne peut pas occuper un poste de responsabilité dans une organisation privée. Mais c'était un engagement pris par notre parti et monsieur le président de la République l'a respecté pour justement montrer qu'il fallait toujours respecter la parole donnée. La coalition présidentielle, elle va s'appeler comment? Diomaye président, Yewwi Askan Wi, la Corse, je ne sais encore quelle autre dénomination. On a connu Benno Bokk Yakaar pendant 12 ans quand même, qui a été une coalition très compacte. Pour vous, ce sera quoi? On est en train de réfléchir sur la dénomination et sur la structuration. Dimanche passé, on a tenu une réunion à laquelle avaient participé presque tous les leaders de cette coalition-là. Et la réflexion n'est pas encore terminée. On la continue et la dénomination, la meilleure sera trouvée, Inch'Allah. Vous dites que le PDS de Karim Wade n'est pas membre de la coalition Diomaye président. Et même pour cette nouvelle configuration, toujours pas de PDS et de Karim Wade? Ah non, nous ne l'excluons pas. Mais jusqu'au moment où je vous parle, ils ne sont pas membres le PDS n'est pas membre de la coalition. Mais nous n'excluons pas qu'ils viennent adhérer à celle-ci. Et nous leur tendons notre main. On va, Moustapha Sarré, terminer par ça. Les médias publics, l'absence de pluralité, depuis que vous êtes arrivé au pouvoir, on est resté sur les mêmes pratiques à la télévision publique et ailleurs. Monsieur Fall, je crois que vous nous avez déjà entendu parler de pluralité dans le traitement de l'information. Et le média le plus suivi dans ce domaine-là, qui est la RTS, est en train de tourner une page sombre de son histoire. Pendant plusieurs années, ça a été un média qui n'ouvrait ses portes qu'au pouvoir. Et ceci, nous allons y mettre un terme, parce que nous avons décidé de réorienter la mission de la RTS. Elle restera un média du pouvoir public qui justement mettra en exergue la politique du gouvernement, mais qui ouvrira ses portes également à l'opposition d'une façon générale. Il n'y a pas de raison qu'on muselle l'opposition simplement parce qu'elle n'a pas la même vision que le pouvoir. Maintenant, vous dites que vous êtes resté sur votre faim, mais n'oubliez pas qu'on est installé qu'il y a 2 semaines et vous m'aviez même demandé pourquoi il n'y a pas de nouvelle nomination. Tant qu'il n'y a pas de changement à la tête de ces médias-là, certainement, les choses ne vont pas, en tout cas, bouger rapidement. Et ce sera seulement quand on aura pris possession de ces responsabilités-là qu'il y aura une nouvelle page réellement qui sera ouverte et une nouvelle page qui fera la satisfaction de tous les Sénégalais. Et pour les médias privés, les entreprises de presse privées, oui, confrontées à de graves problèmes économiques? Oui, ça nécessite une autre réorganisation. Je crois que la presse elle-même doit s'organiser, doit réfléchir sur comment faire pour qu'elle se trouve dans une situation beaucoup plus reluisante. Ça, cela relève également de la responsabilité de la presse privée. Et l'État vient en appui, simplement. Merci Moustapha Sarré, je vous en prie. Ministre de la formation professionnelle et porte-parole du gouvernement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Babacar. Merci à tous de nous avoir suivis et le grand jury la semaine prochaine. Merci à Abdou à la régie. Bonne fin de week-end à tous. RFM Midi. RFM Midi.
À la une, réduire les pouvoirs du président de la République et renforcer ceux du Premier ministre, le chantier du nouveau régime. Confirmation du ministre de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement. Moustapha Sarré, devant le grand jury tout à l'heure, a fait d'autres révélations, notamment sur les bases militaires françaises au Sénégal et sur la situation des finances publiques lorsque Bassirou Diomaye Faye arrivait au pouvoir. Depuis que Benno Bokk Yakaar a perdu le pouvoir, beaucoup de leaders se sont tus. On ne les entend plus et c'est ce qui fait mal à Moustapha Seck Mao, coordonnateur de la zone 2 de Benno à Touba. Il dénonce l'attitude de certains responsables qui, selon lui, ont entrepris des démarches pour rejoindre la coalition Diomaye Président. Le dossier de ce midi sur le foncier, Malika, Diakhaye ou encore Tivaouane Peulh, des litiges un peu partout, colère et désespoir des victimes qui espèrent réparation avec l'avènement du nouveau président. Ferveur religieuse à Tivaouane, la ziara annuelle se tient ce dimanche. La ville de Maodo a fait le plein, des milliers de talibés tidianes ont fait le déplacement. Sécurité maximale, la santé des fidèles, une priorité en direct. Cheikh Anta Diop dans ce midi. Le sport avec Cheikh Tidiane Diagne. Bienvenue à tous à la technique de ce journal. Abdoulaye Diop. Les bases militaires françaises au Sénégal menacées. Le régime du président Bassirou Diomaye Faye remet en cause les accords militaires entre le Sénégal et la France. Des accords qui vont être revus par le Sénégal. Révélation du porte-parole du gouvernement, le ministre de la formation professionnelle. Il était devant le grand jury tout à l'heure. Moustapha Sarré répond aux questions de Babacar Fall. Nous ne serions pas cohérents si aujourd'hui nous ne revisiterons pas ces accords militaire, parce que nous avons toujours prôné la souveraineté de notre pays. Et cette souveraineté passe nécessairement par, j'allais dire, par renégociation, mais en tout cas, on va voir dans quelle mesure cette souveraineté-là serait totale. Et ça passe nécessairement par, justement, la restitution de notre souveraineté militaire. Va-t-on vers la réduction des pouvoirs du chef de l'État si l'on se fie au porte-parole du gouvernement affirmatif? Donc, invité de Babacar Fall dans l'émission Le Grand Jury, Moustapha Sarré met en garde les députés de l'ancien régime sur une éventuelle motion de censure. Le chef de l'État pourrait donc dissoudre l'Assemblée nationale s'il tente cette option. Omar Mbow. Le nouveau gouvernement songe à renforcer les pouvoirs du Premier ministre et réduire ceux du chef de l'État. Le porte-parole du gouvernement explique. L'objectif, c'est de faire en sorte que les pouvoirs non seulement se nivellent, mais également soient indépendants les uns les autres. L'exécutif étant représenté par le président de la République et le gouvernement, on va surtout vers la réduction des pouvoirs.